Donc nous voici dans cette nouvelle partie du CM consacré aux communications des institutions culturelles. Nous avons commencé à voir un petit peu la dernière fois la notion de la gratuité en lien avec la question de la culture populaire. Je vais refaire un petit débrief à ce sujet parce qu'on avait commencé un petit peu à l'avancer la semaine dernière et je préfère quand même que vous ayez de nouveau cette introduction autour de la notion de gratuité. Parce qu'il est communément admis que dans la culture, on est en général sur la question de la gratuité. C'est très fréquent que la notion de gratuité soit reliée à la culture. Est-ce qu'on est prêt à payer pour cette culture ou est-ce que c'est tout simplement inscrit dans nos habitudes notamment en tout cas en France, il y a cette habitude de la consommation gratuite de certains lieux culturels, donc pas de tous. Par exemple, un opéra, on ne peut pas là, y aller gratuitement, sauf dans certains cas peut-être. Le théâtre aussi. Le musée, ça dépend du musée. Donc quand on a un caractère associatif, les musées sont en droit de demander un paiement et les musées, ça dépend. Il y a par exemple les musées de la ville de Paris, eux sont gratuits. D'autres, ils vont faire payer du coup par exemple les expositions. Enfin, en gros, ils vont jouer sur d'autres types de recettes. Mais en tout cas, la question du coût est très importante dans la culture et elle est sujet à polémique. Là, par exemple, vous avez une boîte à dons qui est plutôt une habitude du monde non francophone pour le coup, donc plutôt monde anglais notamment, aussi les Américains, qui ont cette habitude de mettre une boîte, en gros de laisser libre accès aux structures et à la fin on met quelque chose pour remercier et surtout pour que ce soit en lien avec les moyens qu'on a. Donc c'est-à-dire on peut mettre que 2 euros ou 2 dollars, on met ou de 2 pounds, enfin on peut mettre, voilà, on met ce qu'on peut mettre. Mais cette diffusion vraiment spécifique à la France de la gratuité va avoir une incidence sur les pratiques, forcément. Et pendant le confinement, donc on l'a vu, il y a eu tout un tas de contenus qui ont été faits sur le web et qui ont été mis à disposition gratuitement. Qu'il s'agisse de création de contenu type social media management, donc vraiment une stratégie de contenu, ou vraiment une ambition de mettre par exemple des pièces de théâtre en libre diffusion, des opéras en libre diffusion, enfin vraiment de casser l'aspect payant pour justement que ce soit beaucoup plus accessible pour les personnes qui sont chez elles et pour sauver des vies, on doit rester chez soi. Donc pour éviter de devenir fou et de s'ennuyer, on met à disposition du contenu gratuitement. Et la problématique, c'est que cette question, de nouveau, la gratuité, elle est très complexe parce que les structures culturelles ont besoin de ressources pour fonctionner. Les recettes sont un des moyens d'aide. Il y a les subventions aussi de l'État, mais on l'a vu pendant le Covid, ça a été très compliqué malheureusement. Pour plein de raisons. L'État a privilégié, financer notamment tout ce qui est en lien avec le médical, et ça se comprend. Après, il y a peut-être d'autres choses qui sont peut-être plus injustes, mais en tout cas, globalement, tout ce qui était culture, industrie culturelle, n'était pas forcément la priorité à ce moment-là du gouvernement. Mais en tout cas, c'est un débat qui est récurrent, c'est-à-dire que la culture n'est pas une marchandise comme les autres, c'est un questionnement qui est depuis des décennies et des décennies, donc c'est pour ça que je vous ai mis les études, notamment celles de Baumol et Bowell, qui indiquent que la culture est un secteur qui va être en permanence en déficit. De la même manière que la communication, je vous l'avais dit, en général, les secteurs qui sont le plus vite coupés d'un point de vue recette, d'un point de vue financement, ce sont en général les secteurs de la communication et de la culture. Et justement, l'État est censé aider pour maintenir un certain équilibre. Cette question de l'argent, donc elle est ancienne, comme je vous disais. La problématique, c'est que comme en France, les premiers musées, vous vous souvenez du premier cours, les premiers musées ont été en fait liés à une démarche de transmission des connaissances pour toutes et tous d'un point de vue universel. Il était donc question de diffuser universellement, donc implicitement, gratuitement,
cette question de la culture sans argent. Parce que sinon, c'est-à-dire qu'il y avait une catégorisation de la culture, c'est-à-dire qu'il y aurait eu une élite seule qui pouvait profiter de la culture si c'était payant. Et le but, c'est pas ça. Par contre, cette société dans laquelle on est, elle n'arrête pas d'évoluer, elle n'arrête pas de changer. Donc forcément, ça implique toujours un débat sur ces sujets-là, parce qu'à un moment donné, on va dire oui, mais ok, c'est super, la fondation des musées, ça fait ça, les gouvernements socialistes ont mis en place tel et tel type d'événements pour favoriser la littérature, le théâtre et tout ça, gratuitement, avec les journées européennes du patrimoine, la nuit blanche, enfin vraiment tous les dispositifs qui permettent d'avoir accès gratuitement à la culture. Mais ça pose toujours ces questions-là, en fait, en fonction de la couleur politique, finalement, du gouvernement. Ce sont des questions qui sont forcément politiques, c'est ça que je veux dire. Et économiques, évidemment. Donc vous vous souvenez, je vous avais montré ça, cette sorte de jeu, ce site web qui permettait de dire, voilà, est-ce que la culture est de gauche, de droite ? Donc, globalement, pour la culture est reconnue de gauche. Hein. Par contre, ça implique qu'il y ait une culture de qualité. C'est pas parce qu'on fait du gratuit que ça doit être nul, que ça doit être de la daube. Donc, il faut cette qualité. Il faut cette qualité de service parce que tout le champ culturel, amplifié par le Covid, il y a eu cette notion que c'est ce qu'on a vu avec les études du ministère de la Culture. La notion de divertissement, elle est aussi au cœur des préoccupations. Donc, il faut réussir à diffuser cette culture, la rendre attractive et maintenir un certain niveau de qualité. Ce qui peut être assez complexe, qui peut être assez une sorte de dichotomie finalement entre ces questionnements-là. Et en plus, on a une augmentation incroyable des lieux culturels. Que ce soit je pense aux foires d'art contemporain, le nombre a explosé. Le développement des espaces un petit peu mixtes qui ont tendance à vouloir privilégier une sorte d'expérimentation. Des séances de lecture dans des cafés, des expositions, des concerts dans des lieux qui peuvent parfois être un petit peu étonnants. Là, j'avais un étudiant qui me parlait, elle travaille dans un restaurant à Paris, qui organise très ponctuellement des manifestations, des conférences scientifiques et culturelles, des concerts, des choses avec des thématiques parfois graves, mais en tout cas des sujets sérieux, mais en mélangeant le caractère, on va dire, le loisir avec la culture. Donc on a de plus en plus de lieux variés, mixtes, et de plus en plus de lieux où on va avoir cette culture à disposition. Et après, dans cette bannière, on peut mettre plein de choses. Est-ce que, dans cette bannière, vraiment dans cette partie-là, on peut questionner, est-ce que c'est vraiment de la culture ? Est-ce que, je vous donne un exemple, on a les musées de selfie. On va se poser la question certains disent clairement, il ne s'agit pas d'un musée, il s'agit d'un dispositif de création personnelle, le selfie. Vous voyez, on va avoir vraiment de plus en plus de lieux où la culture est présente et on peut en faire quelque chose. Donc, il se pose la question de la qualité de l'information transmise via ces dispositifs. Et évidemment, qui dit aussi gratuité va poser la question de la rémunération des acteurs. La photo que vous avez là, c'était pendant le confinement. C'était les guides qui se sont rassemblés devant la pyramide du Louvre pour, évidemment, clamer leur détresse, pour crier cette détresse qui était de dire « Nous sommes en train de faire faillite. Nous allons peut-être devoir arrêter nos missions parce qu'on ne peut plus faire notre activité de guide. » Et il va se poser la question du public. Parce que les pouvoirs publics vont essayer d'encourager ces secteurs, ils vont parfois y arriver, parfois ils ne vont pas y arriver, et il va se poser la question du soutien. Donc finalement le soutien
du gouvernement sur certaines structures, est-ce que finalement ça profite plus au public? Est-ce que ça profite plus à la structure en elle-même et donc aux personnes qui y travaillent? Par exemple, un opéra avec les personnes qui... un ballet, par exemple, les danseurs, les danseuses, les musiciens. En gros, à qui ça va profiter tout ça? Est-ce qu'on le fait pour le public ou on le fait pour les personnes qui y travaillent? Donc ça pose ces questions-là. Et le public, qu'est-ce qu'il en pense aussi? Dans le sens où il y a eu pas mal d'ambiguïté. Dans certains cas, je pense notamment au moment où vous avez des personnes, peu importe qu'il s'agisse du cinéma ou du théâtre, de l'opéra et tout ça, mais ça a été les lieux les plus justement dans ce sens qui ont été le plus pris à partie. Vous avez eu notamment, je me souviens, c'était après le confinement, c'était un ballet si je ne me trompe pas, et en fait les personnes voulaient faire grève, enfin les danseurs voulaient faire grève par rapport justement au manque de soutien de l'État. Et la réaction du public, ça a été pour la majorité, je ne dis pas que tout le monde était d'accord dans la salle, mais globalement, les retours ont été très véhéments en fait. Le public était tout simplement énervé de ne pas pouvoir assister à son spectacle, même si ce que disaient les danseurs, c'était quelque chose de sincère et de réaliste, du manque de financement et de soutien de l'État pour leur activité. Et c'est ça qui est le problème, c'est qu'il y a des personnes qui vont clairement se ficher, qui se fichent complètement de la chose et qui veulent cette culture. Donc ça, c'est déjà d'un point de vue revendication. Okay ? Il se pose aussi la question, est-ce que le public serait prêt à payer pour soutenir justement le manque de moyens ou tout simplement serait prêt à payer parce qu'il estime qu'il y a un service de qualité qu'il faut payer. Et là, c'est très compliqué. Parce que on peut avoir certaines valeurs. Donc, par exemple, moi, je suis un entre-deux. C'est-à-dire que moi, ce qui m'embête, effectivement, c'est lorsqu'il y a un manque de financement pour les personnes et ça m'embête de me dire que si je ne paye pas, ça va peut-être mettre en détresse des gens. Et en même temps, je suis dans la catégorie qui se dit, en même temps, c'est pas normal que ce soit le public. En gros, il y a une vocation universelle de la culture, donc c'est quelque chose qui doit être accessible à toutes et à tous. Mais c'est un paradoxe, je le sais bien, et je pense que la réponse n'est pas aussi simple que ça, et je ne pense pas être la seule à penser ça. Surtout qu'on a de plus en plus de contenu gratuit, parce que, en toute logique, les personnes sont censées, travailler parfois pour des institutions qui leur donnent un salaire, et donc potentiellement, ils peuvent faire du contenu. Mais ce n'est pas toujours le cas. On l'a vu, la question de l'augmentation des effectifs, pareil, c'est un peu une ambiguïté. Donc il y a tout cet aspect un peu ambigu. En même temps, on veut de la création de contenu, on veut avoir accès à cette culture facilement, on ne veut pas non plus que ça se fasse au détriment de la structure, en gros, qu'ils soient obligés de renvoyer des personnes. Et aussi, autre problématique, ça peut avoir une incidence sur la création du contenu. C'est-à-dire que quelqu'un, moins vous le payez cher pour faire ce qu'il fait, potentiellement, pourquoi il investirait plus de temps ? Il y a aussi ça, il y a aussi le fait de qu'est-ce qui fonctionne le plus. Est-ce que c'est des choses qui ne sont pas forcément de très grande qualité, on préfère de l'humoristique, tout ça, ça va avoir aussi une incidence sur la question du prix des choses. Donc, c'est vraiment toutes ces questions-là qui vont être mélangées parce que tout notre dispositif culturel, il est dans une ère qui est très particulière, donc le 21e siècle est une société profondément marchande. On est au stade capitaliste du monde. Donc, il est logique que la culture réponde à ça. En gros, c'est pas que c'est bien ou c'est mal, c'est comme ça. La culture fait partie d'un système
l'art, la culture, vraiment tout ce qui en découle, fait partie de ce système qui a été communément admis, notamment dans le monde là occidental. C'est un système qui est capitaliste. Donc, ils répondent à ces problématiques-là, ce qui est logique, qu'on approuve ou qu'on n'approuve pas. Et c'est parce que notamment, nous avons, pour le public, quand on interroge le public sur comment il voit ce secteur culturel, on se rend compte qu'il y a plusieurs types de représentations de la culture. Il y a notamment cet aspect sacré, c'est-à-dire que non, pour certaines personnes, l'art, la culture ne fait pas partie de ce monde marchand, de ce secteur, donc il a ce côté sacré, il faut le retirer, donc il a ce côté un peu sacro-saint qui doit rester de nouveau gratuit, accessible, universel. Il y a aussi la notion d'un univers qui n'est pas sacré, mais qui va plutôt être patrimonial dans le sens où il y a une notion de transmission. Et du coup que c'est l'affaire de toutes et de tous. Donc il faut y participer, donc il faut payer aussi, c'est normal. Par exemple, un musée, ou voilà, je vais prendre un exemple, un théâtre qui a un grand besoin de rénovation. La mairie n'arrive pas à tout refaire par elle-même, elle va peut-être lancer un soutien, un don, une campagne de dons. Et bien là, des personnes vont estimer, c'est aussi de notre rôle, en tant qu'individus qui avons toute cette culture qui nous a été léguée à la suite de la Révolution française, c'est dans notre responsabilité de participer. On a à côté aussi les personnes qui vont estimer que la culture, c'est du loisir. Donc, il n'y a pas de souci à ce qu'il y ait une sorte de prestation de service, en gros, qui est une notion de paiement de l'activité, parce qu'il y a eu une expérience de fête. Je pense aux expositions temporaires, je pense au théâtre, aux pièces de théâtre, aux grandes eaux de Versailles. Vous voyez, il y a une notion de loisir dans le temps, pour son temps, un moment de loisir. Donc, il est normal de payer pour ce moment de cette expérience. Et enfin, il y a aussi cet aspect un peu univers de l'étrange, c'est-à-dire que les personnes qui ne vont pas, qui ne sont pas du tout intéressées par la culture, et qui, en gros, vous voulez le mais, en gros, ça me concerne pas. Sans oublier que vous avez, en plus de cet aspect traditionnel, patrimonial, historique, de la gratuité, de la culture, vous avez aussi le développement de la culture de la gratuité, notamment via le web. Avec le développement du web, il y a eu différentes valeurs qui se sont largement diffusées, qui sont notamment le partage. Ce qui va derrière impliquer notamment tout ce qui va téléchargement, que ce soit légal ou illégal. Mais en tout cas, on a différentes technologies et mécanismes qui se sont mis en place, comme notamment l'open source. On a tendance à penser que l'open source c'est de la gratuité. C'est pas exactement ça. L'open source, c'est que le code par exemple d'un site web ou d'un logiciel est en libre accès. C'est-à-dire qu'il peut être modifié. On peut partager les modifications. En gros, tout le monde peut y contribuer. Et après, la valeur de l'open source, en plus, c'est la notion de gratuité. Pour aller contre la notion de logiciel propriétaire, comme par exemple Windows ou Mac. iOS, pardon. Vous avez donc par exemple Windows et iOS qui ont, eux, décidé de mettre leur code de manière protégée propriétaire, donc en gros personne ne peut les réutiliser, les modifier, les exploiter. Par contre, Linux, on est dans un dispositif où le code est librement en accès et il peut être il est du coup gratuit parce que ça fait partie de leur valeur. Et exemple intéressant, iOS à l'origine, ça vient, je schématise, mais en gros, c'est la technologie de Linux. Vous voyez, Mac,
iOS a fondé tout son empire justement sur Linux, sur le code qui a été utilisé. Tout ça pour dire que c'est beaucoup plus complexe que ça. Enfin, en gros, l'open source, c'est pas que du gratuit. C'est aussi la notion de la valeur du partage. Le partage des connaissances, le partage de l'information, des logiciels, à l'encontre de tout ce qui est propriétaire. D'où le peer-to-peer aussi, qui est une autre manière de partager, donc de pair à pair. Donc on partage des informations et après on peut les télécharger, donc d'où le téléchargement en général illégal de certains films, séries, etc. Par contre, voilà, tout ce qui est ces démarches qui sont coopératives, parfois il y a un côté lucratif. Juste pour notamment tout ce qui est les bitcoins. À l'origine, le bitcoin, c'est pour lutter contre le système capitaliste avec les banques et tout ça. Il y a une démarche de coopération, de libre valeur, etc. Sauf que ça a pris une tournure finalement capitaliste, c'est ça qui est assez dramatique. Mais en même temps, c'était le jeu. C'est-à-dire que ce sont des outils qui sont transformés, qui sont adaptés parce que ça fait partie de la, pas de la fin de la sphère, mais en gros des communautés qui s'approprient l'outil et qui en font autre chose. Et donc là, j'ai mis une citation de... Alors si je ne me trompe pas, c'était... je crois que c'était Jack Lang, ça. Mais non, j'ai des bêtises, Jack Lang, c'est n'importe quoi. Le ministère de la Culture, je crois que c'est une... Bref. Donc c'est une citation qui, en gros, donc depuis 2009, donc gratuité des collections permanentes des musées nationaux est accordée aux jeunes de moins de 26 ans, ressortissants de l'Union européenne. Donc là, l'idée, en fait, comme le dit cette citation, donc c'est pour participer à la politique de démocratisation culturelle menée par le ministère de la Culture et ses établissements, en facilitant l'accès aux lieux culturels pour des générations dont la situation financière peut se révéler fragile. Donc de nouveau, je parlais plutôt notamment des musées qui étaient, les musées de Paris, la ville de Paris qui étaient gratuits, mais il y a eu aussi des dispositifs qui permettent notamment aux moins de 26 ans, qui ressortent de l'Union européenne de nouveau, d'avoir accès gratuitement à cette culture parce qu'on sait qu'il y a des fragilités dans ces populations-là. Et il se pose parfois la question de ouais, mais du coup, est-ce que les personnes qui ont accès librement à la culture, est-ce que ce sont des profiteurs ? Non, alors ça, c'est pour ça. J'ai fait ce mème là avec Batman et Robin. Il y a des gens qui ont tendance, parce que ça a été dit, ça a été clairement dit, en opposition à l'accès gratuit aux collections, à des manifestations culturelles, des scènes des pièces de théâtre et autres. En gros, ouais, ça suffit à des profiteurs. Non, ça, faut arrêter avec ça. Là, c'est d'un avis personnel, ce que je vous dis. Mais on s'est rendu compte que c'est pas forcément... En gros, si on met la gratuité pour les moins de 26 ans, c'est pas ça qui va mettre les structures culturelles dans l'embarras financier. Pas du tout. En gros, cette stratégie de rendre gratuit pour les jeunes les structures culturelles, dont les musées, on s'est rendu compte que ça a vraiment favorisé la visite des musées sur le coup de tête. Parce qu'on peut passer, voilà, vous savez pas quoi faire votre dimanche après-midi, vous n'avez pas cours le vendredi matin, et vous dites, tiens, si on allait en musée. Ou alors vous passez devant, mais j'ai 2 heures de trou dans mes cours, allez, je vais voir le musée, machin. Donc on s'est rendu compte que ça a favorisé ces sortes de spontanéité de la visite culturelle. Du coup, c'est une excellente chose. Il n'y a plus cette notion d'obligation, on se sent forcé, on y va en visite scolaire. Vous voyez, le côté organisé, c'est ça que je veux dire, prévu. Et surtout qu'un musée, globalement, c'est pas seulement les jeunes qui font la vie du musée, c'est tout le monde, tous les âges. Donc, ça va pas mettre en embarras les musées, ils vont pas perdre des millions parce qu'ils ont mis la gratuité auprès des jeunes. Surtout que ce qui va être visé en général, ce sont les dépenses à côté.
les goodies, les catalogues d'expo. Enfin, finalement, les musées, ils font leur argent avec ça. Euh, Est-ce qu'ils vont prendre une application Est-ce qu'ils font... Enfin, comment ils vont faire? Est-ce qu'ils vont y aller en train? En fait, c'est de la fausse gratuité. Parce que d'aller dans un musée quand on se dit, bah tiens, j'aurais bien voulu prendre ce catalogue. Bon, finalement, c'est pour ça qu'on parle de fausse gratuité. C'est-à-dire qu'il y a la gratuité du billet d'entrée, mais potentiellement, on va dépenser son argent sur autre chose. Et on a également le coût de production des éléments mis en place. En fait, c'est faire une exposition, ça coûte cher. Parce qu'il faut payer ceux qui font l'exposition. Il faut aussi prendre en compte le transport des œuvres. Enfin, c'est tout un dispositif en fait qui coûte de l'argent, tout ça. Et du coup, à force d'avoir des tarifs gratuits, il s'est posé la question de est-ce qu'il n'y a pas un excédent de gratuité. Donc d'où ce petit mème que j'aime beaucoup, vous savez, la petite fille qui regarde cette maison en feu. En gros, vous vous souvenez, j'avais dit par rapport à l'étude sur la fréquentation des musées post-Covid, il s'est posé la question de la fragilité des ménages et qui donc vont profiter des offres gratuites. Donc il se pose la question, si les gens profitent de cette culture via le web, pourquoi payer désormais? Pourquoi, en gros, on se casserait la tête à payer le prix d'un musée quand on peut y avoir accès gratuitement sur le web parce qu'il est en virtuel? Vous voyez, il y a ces notions-là. Surtout que, quand c'est gratuit, c'est pas forcément désagréable. C'est juste qu'il y a peut-être moins de services qui sont proposés. Et surtout que, ça s'est développé pendant le Covid. Donc pendant le Covid, il y a eu cette notion de surabondance. Donc comment continuer à rendre attractif tout le dispositif culturel, parce qu'il y en a partout en fait. Donc comment on fait? Oh mais il chante. Donc il se pose la question de est-ce qu'on est sur de la démocratisation ou de la banalisation. Donc est-ce qu'on est, par rapport à cette diffusion massive de cette gratuité de la culture, est-ce que si on n'a pas de qualité, donc voilà, est-ce qu'on est sur cette valeur positive de la démocratisation, ou plutôt allez hop hop hop, ça devient banal, la culture devient un objet de consommation courante. Donc il se pose ces questions-là. Une citation que j'aime énormément, en plus là, parce que il y a eu une pléthore de citations, c'est un post ça fait très post LinkedIn, vous savez, les citations qui font bien penser, etc. J'ai trouvé qu'en anglais, et en plus c'est même pas le bon nom d'auteur, c'est aussi ça que je trouve très drôle avec cette image, c'est qu'on a ce côté, le coucher de soleil, le paysage incroyable, la citation incroyable, et surtout l'auteur qui n'est peut-être pas lui, je ne sais, en gros, c'est parce que je trouvais assez drôle. Par contre, la citation en elle-même, elle est incroyablement intéressante, je trouve. Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Et on peut dire exactement la même chose de la culture, qui en gros a les mêmes ambitions. Si vous pensez que la culture ça coûte cher, essayez la bêtise, essayez l'ignorance. Vous voyez, parce qu'il y a besoin d'argent en fait pour financer la culture. Il y a des gens qui participent à la vie de la culture, donc c'est logique, ils ont besoin d'argent. Donc ça, quand je parlais de banalisation ou de démocratisation, globalement, la culture est boostée. Il y a une grande accessibilité de la culture qui est amplifiée depuis la crise sanitaire. De plus en plus d'outils, donc ça on l'a vu. On repense en permanence comment profiter du lieu
culturelle. Et aussi, et ça c'est intéressant, la gratuité avec des moments clés, c'est des moments de reconstruction du lien social. Et ça permet aussi de mettre en avant cet aspect communautaire. Et en plus, d'ailleurs, ça me fait penser, puisque là, je vous ai mis Wikipédia, l'une des manières d'aider la culture, c'est notamment le soutien financier avec le don, notamment. Ce qui est typiquement français d'ailleurs, c'est qu'on a ce besoin de se regrouper autour de la culture. Et comme on l'a vu aussi, on en a parlé un petit peu pendant les TD de tout ce qui est le soutien aux vidéos YouTube, YouTube ou autre, en gros de tout ce qui cagnotte en ligne. On a la même chose avec des actions comme Wikipédia qui vont être un moyen extraordinaire de se regrouper autour de la culture avec des valeurs communes, des ambitions, en lutte notamment. Donc là, Wikipédia, je reviens par rapport aux communautés libres et apprenantes notamment, je reviens vite fait, voilà, par rapport à ça. Donc cette culture de la gratuité qui est cette sorte de postulat que le web doit être gratuit. Parce que c'est sur Internet, vous voyez. Par contre, voilà, de nouveau, attention, les foyers ne peuvent pas toujours soutenir financièrement. Et il y a plusieurs moyens d'aider. C'est-à-dire qu'il peut y avoir le partage de l'information, contribuer sur son temps libre. Par exemple, Wikipédia joue énormément de la chose, du temps que les gens passent à écrire, relire, corriger, donc améliorer finalement le contenu de l'encyclopédie. Et vous avez peut-être vu, là récemment, Elon Musk a encore fait quelque chose d'incroyable, ironique. Il a proposé de donner, si je ne m'abuse, $1 million à la plateforme Wikipédia si celle-ci accepte de se renommer Dickipedia, donc Dick pour le pénis, Dickipedia pendant 1 an. Donc, il se pose cette question du soutien financier de certaines personnes. Est-ce qu'on en veut vraiment ? Est-ce qu'on veut vraiment que la plateforme s'abaisse à faire ça ? Et en même temps, elle a des problématiques d'argent. Parce qu'il y a des choses qu'il faut bien payer. Il y a des personnes qui travaillent chez Wikipédia qui ont besoin d'un salaire. Donc vous voyez, il y a une sorte de... Je trouve que cet exemple, il est vraiment hallucinant. J'espère sincèrement à titre personnel qu'ils vont dire non. Et en même temps, ils ont des problématiques d'argent. Donc vous voyez, c'est dur en fait pour eux. Surtout qu'en plus, tout ce qui est cette communauté du libre, du monde, qui estime que le web, ça doit être gratuit, c'est un challenger qui est incroyablement puissant, qui, avec le streaming, le peer-to-peer, donc qui va justement essayer de casser ce rapport de force du monde capitaliste pour essayer d'avoir une société qui est autre. D'où l'importance notamment des plateformes de streaming, je pense notamment à Netflix, Paramount, Amazon, on a Disney+, vous voyez, toutes ces plateformes qui vont essayer de proposer autre chose en streaming, moi en ayant un abonnement, pour éviter notamment de casser les portefeuilles. Je pense notamment aux personnes qui vont au cinéma. Vous voyez, il y a cette sorte ces gros challengers qui vont justement apporter une autre manière de consommer de la culture, soit gratuitement, soit à moindre coût. Parce qu'entre une place de cinéma qui peut atteindre parfois 20-30 € et un abonnement mensuel qui va être à 30 € parfois et qui va permettre d'accéder à beaucoup plus de contenu, il pose ces questions-là. Pareil pour les livres, je pense notamment, vous avez les livres qui peuvent être en téléchargement, que ce soit du PDF ou en sonore, donc les livres sonores, vous avez des applications pour ça, notamment je pense à Audible et tout ça, vous en avez d'autres. Mais il se pose ces questions-là, pareil, avec les Kindle, donc le téléchargement d'ouvrages qu'on va lire sur des liseuses ou passer directement via des plateformes avec abonnement. Donc l'abonnement est un moyen de consommer plus largement de la culture à moindre coût, en fait.
Donc ça pose cette question du modèle. Est-ce qu'on doit changer le modèle? Est-ce qu'on va changer de modèle? Est-ce qu'on doit rester sur le même? Mais en tout cas, l'idée, c'est que la gratuité, elle a une très grosse utilité. Elle répond à des valeurs. Les gens n'ont pas tous les moyens de payer un billet d'entrée. Mais en tout cas, la gratuité permet de conquérir des masses. Et ça, ces masses, à un moment donné, peut-être qu'elles auront les moyens de dépenser de l'argent pour, par exemple, un catalogue d'expo, pour une pièce de théâtre. Vous voyez, enfin, en gros, on va miser sur le futur. La gratuité permet de fidéliser les gens. Et un jour, les gens vont se dire, tiens, ils m'ont aidé à un moment donné, c'était gratuit, j'ai envie de contribuer. Et vous avez de plus en plus de choses dans ce sens. Vous avez aussi des one-man shows. Vous avez des artistes qui mettent leur spectacle gratuitement sur YouTube et qui, en gros, vont encourager le soutien. Si vous avez aimé le spectacle, donnez quelque chose sur ce site pour m'aider à continuer mon activité. Vous voyez, il y a vraiment ces dispositifs qui sont très intéressants. Parce que la culture, et ça c'est son avantage, je vous parle souvent de la concurrence. Il y a de la concurrence entre les musées, les théâtres et tout ça, parce que forcément, ils vont un petit peu se disputer le nombre de personnes qui vont venir. Mais fondamentalement, ces biens ne sont pas rivaux entre eux. C'est-à-dire que ce que moi je consomme, quand je consomme un opéra ou une œuvre d'art, ce sera ma conso perso. Une autre personne va la consommer autrement. En gros, ça ne va pas nuire à la qualité de consommation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette idée du freemium, c'est-à-dire que du contenu gratuit et à un moment donné, peut-être certaines fonctionnalités payantes ou en soutien, on peut financer. Comment est-ce qu'on paye autrement? Enfin, toutes ces problématiques-là. Ou de donner ce qu'on a envie de donner par rapport à la qualité du truc. Enfin bon, c'est moyen. Ça pose ces questions, comment encourager autrement les achats. Et de nouveau, donc je vous embête souvent avec ça, mais communiquer, ça reste la clé, parce que communiquer, c'est être créateur de contenu, c'est diffuser un message qui va être de dire « venez dans notre structure », et aussi, c'est un moyen d'être présent dans le paysage médiatique. Donc en gros, potentiellement d'être relié par différents médias et de dire regardez, nous avons la nouvelle exposition, regardez, nous avons le nouveau ballet, et on en parle. On en donne une partie aux gens et à eux de venir. Mais globalement, la communication, c'est aussi un lien avec les gens. Donc, de nouveau, j'ai beaucoup insisté avec ça, sur les publics empêchés, sur ce que la culture a apporté aux gens. Et ça, cette relation avec les gens, elle est importante. Et surtout qu'il y a différents types de consommation. Donc quelqu'un qui veut seulement être un petit peu... être chez soi et ne pas vouloir aller en musée, mais avoir accès à une exposition, c'est son droit en fait. Donc en gros, la variation de la création de contenu et de communication, c'est répondre aux différents types de profils. Évidemment, il faut du contenu différenciant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours proposer la même chose. Il faut susciter l'envie, le désir de venir. Il faut que ce soit une stratégie de marque. Excusez-moi. Il faut également qu'il y ait cette notion dans la stratégie de la marque, ce rapport à l'émotion, à la pédagogie, la vulgarisation, la valorisation du lieu. Enfin, en gros, l'objectif commun, c'est de partager la culture. Et cette culture, donc, elle se partage via la communication. Là, je vous ai mis l'exemple pendant le Covid. J'avais beaucoup aimé ce qu'avait fait le Rijksmuseum. Ils avaient été très, très, très original. Ils ont été très originaux sur la création sur TikTok notamment. Et ils ont énormément misé sur l'humour.
Et ça a très très bien fonctionné à ce moment-là. Je reviens sur ça, et il se pose la question, finalement, une culture gratuite, on est en lien avec des problématiques économiques, politiques, qui ont été vraiment le cheval de bataille des partis de gauche, notamment le Parti socialiste. Et il faut vraiment garder en tête que la crise sanitaire, globalement, elle a donné envie de culture. C'est juste qu'après, comment on répond à ces attentes, à ces envies, parce que ça a évolué, on n'a plus le même portefeuille, on n'a plus le même calendrier, on n'a plus les mêmes attentes. Donc, comment susciter autrement répondre à ces besoins de culture? En gros, c'est un faux problème. C'est tout ça pour ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, la gratuité, elle est nécessaire. Parce que sans cette gratuité, il n'est pas possible de faire de la vulgarisation et de la médiation culturelle. Et donc, ce ne serait pas du tout en lien avec les valeurs de la culture. Voilà. Est-ce que vous